Bonsoir et merci d'être parmi nous ce soir à cette séance des Jeudis de Lima. Finalement, on a eu raison de la pluie et du pont, puisque vraiment on s'attendait à ce qu'il y ait une petite salle, comme on dit, mais on est très content de vous avoir parmi nous là ce soir à cette rencontre. Évidemment, le prétexte et l'apparition du livre de Niloufer Gouleux sur les musulmans d'Europe. Il s'agit d'une radioscopie qui travail collectif sous sa direction, qui brasse un peu le quotidien des musulmans dans toute l'Europe et qui met le doigt sur de nombreuses blessures, de nombreux problèmes et aussi de nombreux espoirs des musulmans d'Europe. Évidemment, l'actualité, je ne vais pas m'étendre là-dessus puisque tous les jours, l'actualité nous sert une affaire. Aujourd'hui, c'est l'affaire de la jupe, avec ces déclarations incendiaires, tonitruantes de certains responsables politiques, et évidemment avec ceux qui les accompagnent comme idéologie, je dirais, rance, qui prend les mêmes boucs émissaires habituels, c'est-à-dire les musulmans. Il faut se référer aux déclarations d'un Ciotti ou d'autres responsables pour évidemment sentir un peu le pouls de tous ces responsables qui sont un peu à côté des dynamiques que vivent les musulmans d'Europe. Et donc, il y a de nombreuses questions qui sont posées par ce travail. Et je remercie Niloufer Gouleux d'avoir entrepris ce travail qui est un travail salutaire et d'être parmi nous, évidemment, pour nous éclairer et pour un peu parler de son travail. Et Baudouin Dupré, qui vient de Rabat, qui est le directeur du centre Jacques Berck, il aussi il entreprend un travail de fond puisque on l'a reçu, je crois, l'année dernière à l'occasion de l'apparition d'un livre essentiel sur la charia. Et évidemment, c'était aussi l'occasion, il y avait une salle pleine pour éclairer le public de Lima et puis aussi le public en général sur cette problématique. Et donc, je remercie également, pour ne pas écorcher son nom, je vais quand même regarder un peu mon papier. Trinh Nguyen, qui est rédactrice en chef de Salam News, qui est un magazine en ligne et qui fait écho évidemment à toutes les activités de l'Institut du monde arabe, et évidemment il est présent sur les questions d'islam et les questions culturelles et cultuelles. Voilà, je les remercie tous les trois d'être parmi nous. Donc ça va donner lieu à un échange, à un développement de toutes ces problématiques. Et je rappelle que la semaine prochaine, après Salah Stitié comme grande figure, nous allons accueillir Georges Corm, qui est un diplomate, ancien ministre, et puis aussi un historien et un politologue, à l'occasion de la sortie d'un ouvrage aussi qui aujourd'hui éclaire et qui jette la lumière sur un certain nombre de choses sur la question du problème de la culture politique dans le monde arabe. Voilà,
Je vous remercie encore une fois et je passe la parole à Guyane. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Mati Cabal, de nous accueillir en cette grande salle d'auditorium. C'est un vrai plaisir pour moi d'accueillir ce public en ce jeudi 30 avril pour parler de l'ouvrage de Madame Niloufer Guelleh, Musulmans au quotidien, que je conseille évidemment à tous de lire. Si vous ne l'avez pas encore lu avant, eh bien lisez-le après. Simplement une petite précision, donc je suis journaliste à Salam News, qui est un magazine papier sur la culture musulmane, mais aussi safirnews.com, qui est un quotidien d'actualité en ligne. Donc ce sont deux médias et pas un seul, tout simplement. Donc cet ouvrage, j'avoue que j'ai eu beaucoup de plaisir à vous lire, madame. Je vais d'abord vous présenter. Vous êtes sociologue, directrice de recherche et d'études à l'EHESS. Vous êtes notamment l'auteur d'un ouvrage qui a fait référence il y a plus de 10 ans, Musulmane et moderne, voile et civilisation en Turquie, qui a donné un grand regard nouveau, neuf, de sociologue sur la problématique des femmes musulmanes. Et vous avez aussi rédigé plus récemment l'ouvrage Interpénétration, l'islam en Europe et l'Europe aux éditions Galade en 2005. Et vous êtes aussi membre du conseil scientifique de l'Institut des cultures d'islam, je le signale parce que c'était aussi un lieu, donc un institut culturel de la ville de Paris où il se passe aussi beaucoup de choses et beaucoup de débats sur la problématique de l'islam en France et partout ailleurs. J'ai aussi le grand plaisir donc d'accueillir Monsieur Baudouin-Dupré. Donc, on l'a dit, vous êtes directeur du centre de recherche au Maroc, donc Jacques Berck, à Rabat, situé à Rabat, et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, et le dernier que je vous conseille bien évidemment à tout le monde, il y a eu un débat l'année dernière, donc là aussi, si vous ne l'avez pas lu depuis l'année dernière, lisez-le. C'est un ouvrage vraiment de référence, La Charia, des sources, la pratique, un concept pluriel, et là vous vous intéressez à la façon dont les individus s'emparent de ce concept de charia, mais dans plusieurs pays, non seulement dans les pays arabes, mais aussi dans les pays non arabes, on va dire. Alors, pour une première question, je ne vais pas rentrer tout de suite dans les questions de fond, parce que c'est un ouvrage très très riche, où on aborde des thèmes qui traversent la société française, mais aussi les sociétés européennes, des points clés autour du voile, des minarets, des mosquées, du halal, enfin, des choses qui a priori peuvent faire peur, en tout cas font peur beaucoup dans les médias et on va dire dans l'opinion publique. Mais tout d'abord, ma première question, ce serait une présentation de votre recherche, tout simplement. Vous êtes directrice de recherche, vous avez mis en place des équipes de jeunes chercheurs dans plusieurs pays d'Europe. Donc, quelle a été votre méthodologie de recherche? Et dans ce que j'ai lu, moi j'ai eu l'impression que c'était de la recherche-action. Est-ce que je me trompe? Est-ce que ce terme est exact? Première question. Et deuxième question, avant d'entrer dans le vif du sujet, quelle a été votre note d'intention, comme des cinéastes qui présentent des synopsis pour chercher des fonds auprès de producteurs? Quelle est la note d'intention? Et finalement, à l'issue de la recherche, quelle est votre note d'étonnement? C'est bon. Merci pour toutes ces questions, parce que cela m'aide à entrer dans la présentation du livre. Tout d'abord, peut-être ça a été référé à l'actualité, avec la controverse sur les jupes. Justement, il y avait une série de controverses depuis 20 ans, 30 ans, dans tous les pays d'Europe, mais en commençant avec la France, autour du voile. Et on débattait cette question en disant, mais quand même, on ne va pas réduire le principe de la laïcité à un bout de tissu. Eh bien, maintenant, c'est aussi un bout de jupe, peut-être, mais on voit comment la question de la laïcité et l'islam commençaient à être pensés ensemble. Je vous dis ça parce que ce n'était pas du tout une évidence, ça n'allait pas du tout de soi. Il y a 30 ans, quand j'ai écrit mon livre sur le voile, on m'avait dit de laisser tomber toute la partie sur la laïcité parce que ça n'avait rien à voir avec l'islam. Donc, comment ces deux entités qui ne se parlaient pas, on pensait, en France, commencent aujourd'hui à être ensemble et plutôt à s'opposer. Donc je me suis dit, donc j'ai vu toutes ces controverses, les débats publics, surtout dans les médias,
et on voyait peu de musulmans quand même qui prenaient la parole. Donc, je voulais aller auprès des gens, des musulmans ordinaires, mais qui n'ont rien d'ordinaire parce qu'ils tiennent à leur foi, mais leur foi dans la vie publique aussi n'est pas la même signification qu'ils donnent à leur foi et la perception publique. Il y a un décalage entre la subjectivité des musulmans, leur manière de donner sens à leur foi, et la perception publique, la manière dont on débat cette manifestation de foi, cette visibilité, comme on dit, les signes de religieux, aujourd'hui dans les pays européens. Donc d'abord, je suis partie de ce décalage et j'ai essayé de comprendre comment les musulmans eux-mêmes vivent ce décalage entre le sens qu'ils donnent à leur foi et leur vécu en Europe. C'est dans ce sens-là que j'ai développé un peu la notion des musulmans ordinaires. Ordinaires au sens, ce n'est pas eux qui sont ordinaires, mais ils sont dans la vie ordinaire de tous les jours. Ceux qui ne sont pas dans les médias, mais ils vivent dans la vie ordinaire leur foi, c'est-à-dire ceux qui veulent avoir leur prière, la possibilité de faire leur prière, avoir la construction d'une mosquée, suivre la règle de halal, alimentation halal, mais aussi une manière de vivre, porter le voile ou pas. Donc il y a une manière d'être musulman très différente. Mais surtout, ces prescriptions islamiques prennent aujourd'hui un sens à la fois subjectif et public différent en Europe. Je suis partie de cette hypothèse. Il y a quelque chose de spécifique à l'Europe, parce que déjà les musulmans eux-mêmes vivent leur foi différemment, parce qu'ils sont beaucoup plus conscients de cette foi que quand ils sont dans des pays majoritairement musulmans, parce qu'ils sont dans un environnement séculier et il n'y a pas un État islamique où ils peuvent réclamer de la charia. On va revenir justement à la question d'une norme religieuse, disons, liée à l'État, plus dure, mais ils sont en train de réinterpréter, refaçonner leur foi dans leur vie de tous les jours, au quotidien, dans les pays européens. Donc il y a déjà un accommodement, une réflexivité, un travail sur leur propre, je n'emploie pas le mot identité comme vous voyez, mais déjà leur vie en Europe. Donc c'est ceux-là, les musulmans ordinaires, qui ont déclenché d'ailleurs toutes ces controverses autour du voile, autour du halal, autour des minarets, comme ça a été le cas en Suisse, mais autour de la construction des mosquées, autour du sacré et du blasphème. On voit déjà qu'il y a quelque chose qui traverse tous les pays européens. Donc j'ai voulu aussi donner la parole aux musulmans ordinaires en faisant une recherche, mais aussi européaniser mon regard, ce qui n'était pas évident. Donc quand on parle de l'Europe, qu'est-ce qu'on dit? C'est quoi l'Europe? Quand j'ai dit je voulais européaniser mon regard, j'ai suivi le fil conducteur des controverses, parce que j'ai vu que ces controverses naissaient et circulaient d'un pays à l'autre. Donc il fallait sortir de l'exceptionnalisme national. On entend beaucoup cet exceptionnalisme français, qui sont très attachés à la laïcité, ou l'exceptionnalisme des pays multiculturels, comme le Pays-Bas ou l'Angleterre. Et donc j'ai voulu aussi changer le regard national, ce qui n'est pas évident. Il fallait inventer une recherche qui soit transversale, qui ne soit pas dans le contexte de l'immigration de chaque pays ou de la spécificité nationale. Parce que je voyais quelque chose qui convergeait, qui se répétait, qui circulait d'un public à l'autre. Et donc ça, pour moi, c'était pas évident de faire une recherche européenne, parce que justement, il fallait, au lieu d'additionner les pays, il fallait aller dans des lieux où naissent les controverses. Parce que quand on pense aux controverses, on pense à deux choses très facilement. Aux médias, tout de suite. On pense que le public, c'est toujours médiatique. Et il fallait montrer qu'il y a une vie publique au quotidien qui n'est pas réductible aux médias, d'un côté. De l'autre côté, on pense aux règlements, c'est-à-dire aux lois. Parce que dans la vie publique, on va vous rappeler qu'il y a des lois, il y a des règlements. Mais la vie publique, c'est aussi une exploration de ces normes ensemble. Il y a quelque chose de l'ordre de l'interaction, de production des normes d'une société. Et peut-être c'est ça, faire société, ça veut dire qu'on réfléchit ensemble. Donc je voulais un peu déréguler
si vous voulez, l'espace public, l'autonomiser par rapport aux médias, ne pas réduire la vie publique aux médias et ne pas prendre au sens seulement de la loi, mais au sens des conflits autour duquel on débat les normes d'une société. Donc ça a l'air, je veux dire, aller au cœur de la société et les citoyens. Là, l'étonnement, c'est que justement, quand j'ai formé des groupes que j'appelle, j'ai développé une nouvelle méthodologie que j'appelle espace public expérimental. Un espace public qui pouvait prendre du recul, de la distance vis-à-vis des médias. D'abord, j'ai vu que c'était beaucoup plus facile à faire venir des musulmans ordinaires que des citoyens, disons, de souche, entre guillemets, non musulmans. Or, on les voyait plus sur la télévision, sur les médias. Ceux qui prennent la parole beaucoup plus dans les médias ne venaient pas dans les groupes que je constituais. Par contre, il y avait une demande de parole de la part des musulmans. Ils voulaient venir discuter, aller vers l'autre, parce que ce n'était pas que des groupes musulmans, c'était des citoyens qui étaient concernés ou impliqués autour d'une controverse. Je m'explique. Vous voulez construire une mosquée, il y a déjà donc une controverse qui naît. Avant d'être médiatisée, c'est dans un lieu, parce qu'une mosquée se construit dans un lieu, dans une ville, dans un quartier. Donc il y a une controverse et qui va au-delà de la communauté musulmane. Ça qui est important aujourd'hui. La question de l'islam devient une affaire publique. Ça veut dire quoi? Une affaire qui n'est pas juste une affaire des musulmans, mais une affaire de toute la société, l'ensemble de la société. Construction d'un lieu de prière dans un foyer de travailleurs, ça peut concerner que les musulmans qui travaillent dans une usine. Mais construction d'une mosquée au centre d'une ville, comme à Cologne, là, il y a une cathédrale comme une marque très forte de la chrétienté de cette ville. Si vous voulez construire une mosquée à côté d'une cathédrale, ça concerne tous les habitants. Ça devient une affaire publique. Ça veut dire tous les habitants, tous les citoyens sont ou bien ils sont impliqués ou bien concernés. Ils ont quelque chose à dire. Voilà. Donc, c'était déjà ma position, c'est de dire qu'il faut comprendre la question de l'islam aujourd'hui dans la vie publique, dans l'interaction avec l'autrui, et réfléchir si on pouvait créer des liens et aller au-delà de l'antagonisme qui est plutôt donné en termes binaires, en termes de civilisations qui sont incompatibles dans les médias. Donc ça, c'était mon intention. Mon premier étonnement, les musulmans étaient désireux de parler, de discuter. Je m'attendais à une colère. Je les ai trouvés très patientes. Le mot patient, comme une vertu musulmane, revenait dans les débats. La colère par rapport aux médias, j'ai observé un peu partout, parce qu'il y avait une telle manière de prendre le débat et le réduire toujours par les sensations, par les polémiques, par les caricaturisations de l'autrui. J'ai senti un sentiment pas simplement d'humiliation, mais de ras-le-bol, excusez-moi pour le mot, donc vis-à-vis des médias. Mais cela dit, je dirais ça aussi pour tous les mouvements de protestation aujourd'hui dans le monde. Il n'y a pas que les musulmans qui critiquent les médias. On a vu avec les mouvements de la place publique, Maïdan, de Ukraine à New York, à Istanbul, partout. Aujourd'hui, ceux qui protestent des formes de gouvernement sont aussi très critiques vis-à-vis d'un certain type de médias. Donc ça devient aussi une partie de nos problèmes sociétals. Mais surtout pour les débats autour de la question de l'islam, justement, cette réduction de la vie publique aux médias, ça crée un problème. Donc mon but, c'était de créer ce lieu expérimental et chercher s'il y avait un lien possible d'aller au-delà des antagonismes. Donc au lieu d'éviter les questions qui fâchent, au contraire, j'ai choisi les questions qui créent le problème, qui créent le mésentente, qui demandent une traduction aussi parfois entre cultures. Je donne des exemples parce que mon livre est beaucoup plus donné, il y a beaucoup d'exemples de vie, j'ai voulu donner des visages et de la voix à ceux qui parlent, musulmans ou non musulmans, et éviter à la limite les catégories même sociologiques qui généralisent, qui catégorisent, etc.
Et parmi les exemples de traduction, problème de traduction, je donne l'exemple du cochon. Je m'excuse parce que vous allez voir, ceux qui vont lire le livre, le cochon devient un personnage public aussi, parce que c'est une manière justement dont les musulmans aussi cherchent à se définir dans un environnement séculier avec des normes ou des habitudes alimentaires européennes. C'est un trait très européen. Je veux dire, le cochon ne sera pas un personnage public au Maroc ou en Tunisie ou en Turquie. C'est justement, mais c'est quand même un personnage qui hante les musulmans ici. D'abord des convertis qui cherchent d'abord à ne pas manger le jambon. Et ensuite, quand il s'agit de construire des mosquées, on a vu en Italie des parades du cochon afin de profaner les lieux de la construction des mosquées. C'est-à-dire que les partis d'extrême droite, populistes, ils ont ramené des cochons sur le terrain de construction des mosquées en pensant qu'ils allaient intimider les musulmans parce que c'était justement, ils allaient désacraliser le terrain. Eh bien, les musulmans me disaient pendant cette recherche, mais c'est incroyable parce que c'est pas le cochon qui pose problème aux musulmans, c'est un être vivant, c'est un animal, et donc c'est pas interdit, c'est pas le cochon qui est interdit. Ce qui est interdit, c'est manger la viande du cochon, c'est ça qui n'est pas halal. Donc voilà un problème de traduction, c'est-à-dire que ceux qui sont dans cet acte pensent que dans l'islam, il y a l'interdit du cochon et c'est pas la même chose. Donc, il y a ce genre de, quand je dis besoin de traduction, bien sûr, il y a d'autres exemples par rapport aux images. Est-ce que l'image est interdite dans l'islam? Donc, on réduit tous ces débats, je me suis rendu compte, à des représentations très binaires et très sommaires, parce que quand on dit « est-ce que vous êtes pour la liberté d'expression ou vous ne l'êtes pas ?» Mais qu'est-ce que vous ressentez devant une telle image? On ne pose pas la question aux musulmans. Le vrai débat commence quand chacun de nous commence à interpréter une image ou un livre ou une forme esthétique de la mosquée. Qu'est-ce que ça vous dit? Donc, tandis qu'on est aujourd'hui réduit le débat en disant est-ce que vous êtes pour le voile ou pour la laïcité? Est-ce que vous êtes pour la liberté d'expression ou vous êtes contre la dépiction du prophète Mohammed ou de la représentation de l'islam d'une manière picturale. Or, le vrai débat, le débat dans l'espace public, demande une pluralité des points de vue. Et dans mon espace public expérimental, j'ai vu combien les musulmans et les autres arrivaient à donner une autre possibilité de penser, parce qu'il y avait la pluralité des images, des interprétations. Et je donne, juste avant de finir, l'exemple de la mosquée, parce que c'est très parlant. La forme de la mosquée, c'est déjà très important. Il y a eu donc, on peut donner l'exemple de la Suisse, qui a fait un référendum contre la construction des minarets. Et Cologne, qui a décidé de construire une mosquée à côté d'une cathédrale. C'est exactement, ça résume un peu ma vision des choses, parce que l'Europe n'est pas l'Union européenne, parce que la Suisse n'est pas un pays membre de l'Union européenne, mais il est entré dans l'Europe par le biais de cette controverse et ce référendum contre les minarets. Qu'est-ce qui montre? L'islam devient un facteur, je dirais, actif dans la construction de l'Europe. Il y a une autre cartographie aujourd'hui dessinée par l'islam. Pareil pour le Danemark. Danemark, qui est un pays nordique un peu en marge, est entré au cœur de l'espace public européen, au cœur des débats publics, avec malheureusement les débats autour des caricatures du prophète Mohammed. Donc on voit comment la configuration de l'Europe change. On ne reste pas dans les frontières comme on imaginait. Et donc quand le Suisse a décidé de faire le référendum,
ça veut dire quoi? La mosquée, vous ne créez plus le minaret. Ça veut dire que le processus d'interaction, processus d'élaboration autour d'une mosquée s'arrête. Il n'y a plus rien à dire, parce que c'est interdit. Ce que je voulais dire au début, quand l'espace public est régulé par une loi. En Allemagne, au contraire, construction d'une mosquée signifie d'abord une énorme mobilisation de la part des habitants musulmans. D'abord, collecte de l'argent. Ensuite, aller avoir une possibilité de la permis de construction. Ça demande de connaissances juridiques qui montrent qu'on est déjà dans une génération post-immigration, parce qu'ils connaissent déjà les lois de ces pays, les élus locaux. Il fallait négocier avec beaucoup d'acteurs et ensuite réfléchir sur l'esthétique. L'esthétique de la mosquée, l'architecture de la mosquée en soi fait émerger beaucoup de problèmes propres ou beaucoup de traits propres à l'islam européen. D'abord, on dit, mais on ne va pas quand même créer une mosquée exactement comme à Istanbul. Je donne Istanbul comme exemple parce qu'à Cologne, les musulmans sont majoritairement de Turquie. Alors, est-ce qu'on va faire une mosquée, comme on appelle, mosquée nostalgie, une mosquée complètement imitée, une mauvaise imitation des mosquées d'Istanbul? Est-ce qu'une mosquée peut être toujours, doit avoir toujours un dôme et un minaret? Et en plus, les mosquées du Maroc ou de l'Asie ne sont pas du tout pareilles que les mosquées d'Istanbul. Les minarets sont longilignes, ne sont pas du tout pareils qu'en Asie. Donc, quelle forme donner à une mosquée? Quelle va être la langue du sermon? Parce que ça, c'est aussi important. On est en Europe multiethnique. Est-ce que les Palestiniens de Cologne, il y en a, vont aller dans les mosquées des Turcs? Est-ce que les Marocains vont aller dans les mosquées des Pakistanais en Angleterre? Donc, comment faire une communauté de croyants si on n'utilise pas la même langue? Est-ce que ça va être la langue arabe ou ça va être la langue des pays d'accueil, le pays? Donc, toutes ces questions. La place des femmes dans les mosquées. On entend beaucoup du fait que les femmes en Europe ne trouvent pas une place qu'elles mériteraient dans les mosquées. Pour les jeunes, pareil. Donc, toutes ces questions autour de la mosquée, on commence à entrer dans des sujets sociologiques, dans des sujets sociaux qui sont posés à nous. Et la forme de la mosquée, donc, si on peut faire une mosquée hyper moderne, il y a un architecte qui l'a fait, qui ne ressemble pas à une mosquée, ce qu'on a dans la tête, mais à un lieu très spirituel. Est-ce qu'on peut faire ça en Europe? C'est difficile, parce que les gens en Europe veulent quelque chose qui leur familiarise quand même. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit un lieu à la fois ouvert aux habitants non musulmans, colonnés, mais également quelque chose qui rappelle les musulmans de leur pays ou de leur religion. Si c'est hyper moderne, il ne va pas y avoir un sentiment de familiarité. Donc, l'architecte de cette mosquée est un Allemand, M. Böhm. Déjà, ça commence, vous voyez l'interaction dont je parlais. Ils ont donné la construction de la mosquée de Cologne à un architecte allemand. Ce que ça veut dire quoi? Déjà, l'architecte doit travailler les formes de la mosquée. Il y a déjà un apprentissage, déjà un métissage avec l'autre culture et donner une forme qui va plaire, qui va être déjà une forme de négociation de ce lieu, qui va devenir aussi un patrimoine pour les habitants de Cologne. On peut penser à la mosquée de Paris. Aujourd'hui, ce n'est pas un sujet de débat. Même, je pense, Catherine Deneuve donne ça comme référence de un de ses lieux préférés de Paris. Donc, comment une mosquée devient un lieu pour tout le monde? C'est ça la définition de faire société. Donc, j'ai fait ma recherche sur les sujets qui fâchaient, qui étaient captés d'une manière antagonistique, parce que quand j'ai dit mosquée de Paris, personne donne une image à la mosquée de Paris comme on donne aujourd'hui souvent les mosquées qui sont construites par l'argent des États ennemis.
Et il y a la suspicion de ce qui se passe dans les mosquées, ce n'est pas transparent. Est-ce qu'il y a une radicalisation? Est-ce que les imams sont en train de prêcher le lieu de radicalisation? Donc, tout se présente en termes de l'islam comme problème. Même les mosquées deviennent un lieu de problème de la radicalisation, les prisons, les écoles, les quartiers. Donc, toute la recherche, c'était de sortir de l'islam comme problème, mais comme une possibilité d'une meilleure société ensemble. Merci, c'était long. Merci beaucoup, Madame Gueulet, pour cette première approche pour dresser le paysage. Vous avez déjà abordé quelques thèmes, nous allons les creuser. Mais j'aimerais passer la parole à Monsieur Baudouin-Dupré. Vous-même, vous êtes un spécialiste des sociétés musulmanes. Et là, ma question toute simple, c'est en tant que simple lecteur, mais aussi en tant que directeur de recherche, quelle a été votre impression d'ensemble à la lecture de cet ouvrage, autant sur la méthode de travail que sur le relevé, le rendu du vécu qui transparaît à travers ces pages? Oui, bonsoir. Ça marche? Oui. Bonsoir, merci beaucoup. Merci aux organisateurs de l'invitation. Et je suis très sensible à cette invitation parce qu'il s'agit d'un livre remarquable qui porte sur un sujet qui m'intéresse tout particulièrement et qui est rédigé de manière tout à fait passionnante. C'est un livre remarquable, c'est un livre issu aussi d'une enquête au long cours et un chercheur, par définition, se doit de saluer tout ce qui ne s'écrit pas en 3 mois, rapidement, à chaud dans le cadre d'une controverse, mais qui fait l'objet d'une véritable recherche de terrain, enquête sur les lieux, avec les gens, qu'il s'agit d'entendre et de laisser parler. Et on les entend, et on les entend parler, on n'est pas dans l'impression continue d'un chercheur se penchant comme un entomologiste sur une fourmilière et tâchant de décrypter les mœurs des fourmis. On est dans une approche où ce sont non pas des fourmis, mais des êtres humains qui nous parlent, et qui nous parlent de manière très, très forte, très directe, des questions, des controverses dans lesquelles ils sont impliqués au quotidien. C'est un livre aussi que je trouve courageux, dans la mesure où c'est un livre qui affronte les questions au lieu de chercher à absolument les éviter. Il ne cherche pas à faire semblant que tout est tyrannique dès lors qu'il s'agit d'islam. La controverse est une des caractéristiques non pas propres de l'islam, mais propres de l'islam tel qu'il se vit dans l'espace européen. Eh bien, la controverse est au cœur de ce livre. Il n'y a pas de faux fuyant. Elle est saisie pour elle-même, pour ce qu'elle nous apprend sur l'Europe, sur l'espace public européen et bien entendu, évidemment, sur les musulmans dans ce contexte. Je crois aussi que c'est un livre qui est fondé sur une double conviction. Et là, je m'aventure un petit peu parce que je parle à la place de l'auteur, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu. Une double conviction qui est d'une part que la controverse permet de transcender les oppositions. La controverse n'est pas en soi un mal, ce n'est pas le mal absolu. Dire que l'on n'est pas d'accord sur toute chose n'est pas en soi à éviter par principe. Il faut simplement transformer la controverse en quelque chose de positif, il faut la transcender, et il me semble que c'est clairement dit dans le livre. Et ce qui est aussi clairement dit dans le livre, c'est que s'affirmer, une affirmation, identitaire ou autre, ne veut pas dire nécessairement être en conflit. On peut vouloir affirmer sa présence sans pour autant déclarer la guerre à celui à qui on affirme qu'on est présent. Il n'y a pas donc nécessairement, du fait de la controverse, du fait de l'affirmation, une volonté de s'opposer et de s'en prendre à celui face à qui on affirme quelque chose. Et enfin, dernier point auquel je suis très sensible, avant de revenir sur les quelques intuitions et arguments qui m'ont le plus intéressé dans cet ouvrage, mais c'est l'idée qu'il faut faire société. L'enjeu, c'est bien de faire société. C'est donc une perspective inclusive. On est dans la controverse, on est dans le désaccord éventuellement. Parfois, ces désaccords prennent des formes radicales, excessives sans doute, mais l'objectif, en tout cas, et l'intention de l'auteur est clairement une intention inclusive, une intention de rassemblement dans tout ce qui nous oppose ou tout ce en quoi nous sommes différents,
Néanmoins, nous faisons société, nous vivons ensemble et il s'agit de progresser, d'aller au-delà, de franchir des étapes tous ensemble. Alors, les intuitions et les arguments essentiels de mon point de vue. C'est évidemment, et je crois que personne ne contestera cet aspect, c'est évidemment le fait que les médias et le discours médiatique accentuent terriblement les dichotomies qui sont déjà présentes. Personnellement, j'ai décrit ça comme le fait que la connotation l'emporte sur la dénotation, que la description des choses n'intéresse pas tant les médias que tout le halo de signification qui est véhiculé par l'usage de certains mots. On reviendra peut-être tout à l'heure sur le mot charia. Dire en français charia, ce n'est pas décrire quelque chose de précis. Aujourd'hui, dans le contexte médiatique qui est le nôtre, dire charia, c'est emporter avec soi, c'est un mot valise si on veut, c'est emporter avec soi une multitude de connotations, le plus souvent péjoratives en tout cas dans le fait des médias officiels. C'est importer des connotations que l'on ne décrit jamais, que l'on n'aborde jamais de manière précise, mais qui pourtant ont cette signification souvent négative, le plus souvent négative, sans même qu'il ne soit besoin de le dire. Je crois aussi qu'il y a un élément extrêmement important dans le livre qui est ce moment où l'auteur montre très bien que ce que l'Occident, l'Europe, se construit comme valeur a progressivement évolué ces dernières décennies dans un jeu incantatoire en des valeurs qui sont, et c'est relié à ce que je disais à l'instant, qui sont peut-être assez vides de contenu, mais par rapport auxquelles personne n'ose s'opposer, critiquer, se distinguer. Et ces valeurs sont la laïcité, par exemple, ou la démocratie. Alors entendez-moi bien, je ne prétends pas que la laïcité ou la démocratie ne soient pas des valeurs. Ce que je prétends, à la suite de Nilufer Gueulet, c'est que tel que c'est construit aujourd'hui, ce ne sont plus des valeurs, sinon de manière incantatoire. On ne discute plus du contenu de ces valeurs, on les affirme comme des choses tenues pour allant de soi, on les pose sur la table, elles ne sont plus l'objet d'un débat, elles sont l'objet d'une exigence de démarcation. Es-tu avec moi ou es-tu contre moi ? Adoptes-tu mes valeurs ou t'opposes-tu à mes valeurs ? Mais le contenu même de ces valeurs, leur évolution, leur transformation, leur signification est rarement interrogé. Tant et si bien qu'on est un petit peu dans ce que j'appellerais un jeu de solidarité sans consensus. Tout le monde est d'accord pour dire que la démocratie c'est bien, mais qu'est-ce que la démocratie ? Et on voit qu'il y a une multitude d'acceptions de ce terme démocratie, et ces multiples acceptions, il n'y a pas d'unanimité à leur sujet. En revanche, tout le monde est d'accord pour dire oui, la démocratie, c'est bien. Je dirais qu'en miroir, dans de nombreuses sociétés musulmanes, on va voir que la charia, c'est exactement le même genre de concept. C'est le même genre de recours incantatoire. La charia, c'est bien. Mais qu'est-ce que la charia ? Et là, c'est la boîte de Pandore qui s'ouvre. Personne n'est en mesure véritablement de donner une définition de la charia, ou en tout cas les définitions qu'on obtient sont aussi nombreuses quasiment qu'il n'y a de personnes pour répondre à la question. Autre point que je trouve tout à fait passionnant, c'est cette espèce de contradiction entre le fait que les débats sur l'islam sont assourdissants. On entend parler d'islam qu'autour de controverses et de débats dans notre société occidentale d'aujourd'hui. Et pourtant, dans tout cela, la voix des musulmans, sauf peut-être celle des radicaux, mais sinon la voix des musulmans est inaudible. Où sont-ils ? On a l'impression d'un islam sans musulmans, pour paraphraser la phrase d'un réformiste du début du XXe siècle. Donc, un débat assourdissant, des voix inaudibles,
Et la question fondamentale, mais comment vit-on une islamité ordinaire? On voit bien ce qui fait l'islamité extraordinaire de nos sociétés, les conflits, les quelques poignées de migrants vers la Syrie, les tenants de la formule la plus radicale de l'islam, mais l'islam ordinaire. Où est-il? Que fait-il? Comment s'exprime-t-il? On ne l'entend pas. Il y a évidemment des sujets qui sont particulièrement catalyseurs. Il n'en a pas été question dans la présentation, mais ce sacré terme de fatwa, c'est un sujet extraordinaire. Moi, j'ai un petit peu creusé cette question. Avec mes étudiants, certaines des réponses que j'avais, en tout cas lors de la première séance, avant les avoir un petit peu remis sur le droit chemin, c'était parfois une condamnation à mort. Ce qui est par définition aux antipodes de ce que peut être une fatwa. Ce sont tous les effets, évidemment, de la controverse autour de Salman Rushdie qui ont amené à cette conception tronquée de la fatwa. Mais en tout cas, on voit qu'il y a des sujets comme celui-là qui catalysent tout d'un coup les phobies, les islamophobies, je ne sais pas, mais les phobies, les angoisses et les imaginaires négatifs de toute une population. Et évidemment, dans tout cela, il y a les musulmans, dont on n'entend pas toujours la voix, et il y a les recompositions propres à certains courants politiques des pays occidentaux. Et je suis particulièrement sensible à ce que Niloufer Guelleh identifie comme étant les transformations de l'extrême droite, tant et si bien qu'on ne sait plus si le terme d'extrême droite est d'ailleurs tout à fait approprié. Avec cette évidence qu'on a des populismes de plus en plus assourdissants, eux aussi, de plus en plus marqués, de plus en plus présents. Mais est-ce que ces populismes sont encore, d'une certaine façon, de l'extrême droite? Ce sont des populismes, ce n'est pas nécessairement de l'extrême droite, en tout cas au sens où on entend classiquement les choses. Et ce qu'on peut dire plus exactement, c'est que ce sont des populismes issus de l'extrême droite, mais en pleine recomposition. Et l'islam est évidemment, dans cette recomposition, un élément central. Pour paraphraser le précédent livre, enfin, pas le précédent, mais un livre très connu de Niloufer Guelleh, tel que d'ailleurs cela a été dit en introduction, je crois qu'un des points importants de ce livre-ci également, c'est la question de musulmans et modernes. Non pas musulmanes seulement, mais musulmans et musulmanes et modernes, parce que sous-jacent à ce livre, c'est la question du croire, c'est la question des pratiques, c'est la question du vivre en société et de la possibilité de vivre en société en Occident aujourd'hui, tout en croyant et en pratiquant. J'ai encore 2 petits éléments sur lesquels je voudrais revenir. Le premier, c'est la question de la relation que la foi entretient avec l'espace public. Je suis très sensible à cette idée que la foi, en tant que présence dans l'espace public, ce n'est pas seulement un fait de croyance, c'est aussi un fait de performance. Je pense que la formule est extrêmement parlante, au sens où, aujourd'hui, dans le contexte de nos sociétés, la foi n'est pas seulement une question intérieure. Peut-être que certaines personnes rêveraient que la foi soit reléguée au fort intérieur, mais telle n'est pas la situation, tel n'est plus le cas. La foi, c'est aussi une performance au sens anglais presque du terme, où l'on réalise des actes, on fait des choses avec sa foi. Et construire une mosquée au centre de la ville de Cologne, ce n'est pas seulement se donner la possibilité de pratiquer sa foi, c'est performer quelque chose dans l'espace public. C'est une idée, c'est une intuition extrêmement forte qui nous montre que le dessein musulman, si l'on veut, n'est pas forcément irénique. Il s'agit bien de s'affirmer. S'affirmer, ce n'est pas la discrétion, ce n'est pas nécessairement être en retrait, c'est une attitude proactive. On s'affirme, on va de l'avant, on performe des choses pour pouvoir s'affirmer dans l'espace public. Je vais conclure
cette première partie de notre débat en revenant simplement sur Abdel Nour et sur la question de l'art et du sacré qui est évoquée dans tout un chapitre du livre, en disant à quel point, là aussi, il y a une intuition extrêmement riche dans ce livre, qui nous dit qu'il y a une sorte de dichotomie qui s'est imposée aujourd'hui en matière d'art et de sacralité. Une dichotomie qui fait que d'un côté, le sacré est complètement dissous. Quel est le sacré de société occidentale ? Certains le voient dans les stades de football. Personnellement, je suis réticent à le voir au Paris Saint-Germain et je ne suis pas sûr qu'on soit vraiment dans une question d'expression du sacré. J'ai plutôt l'impression qu'effectivement, le sacré s'est dissous dans nos sociétés, alors que peut-être que dans d'autres sociétés où l'islam occupe une place plus centrale, eh bien, le sacré, lui, s'est totalement rigidifié. Et pourquoi est-ce que la chose a été mise en relation avec l'art ? C'est parce que précisément, ce que permet de faire l'art, c'est de rappeler que cette question du sacré est une question fondamentale pour une société, mais montrer en même temps que cette question du sacré ne peut pas être complètement rigidifiée, qu'elle doit être interrogée, qu'elle doit être chatouillée, qu'elle doit être déstabilisée. Et l'exemple du cochon est de ce point de vue particulièrement parlante. Dans le livre, à ce passage-là, il est question d'une jeune femme portant la burqa et en même temps en train de caresser un petit porcelet. Et la jeune femme le fait comme expression artistique, ne le fait pas du tout dans le but d'une attaque contre l'islam. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de faire bouger les limites, de faire bouger ce que fait l'art, de faire bouger les frontières, de refuser la rigidification, tout en convoquant quand même la question de la sacralité au cœur du débat. Merci, Monsieur Baudouin-Dupré. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est j'ai préparé une batterie de questions. J'ai plein de questions sur le bout de la langue. Je vais vous le poser à tous les deux et simplement vous répondez soit l'un, soit l'autre, soit en même temps. Enfin bon, telle une conversation. Ça sera une mise en bouche pour la lecture de l'ouvrage et après, je laisserai la parole à l'auditoire où vous aussi, vous pourrez poser vos questions. Alors, j'aimerais revenir à cette notion de islam sans musulmans. Nous, à Safir News, Salam News, on parle de majorité silencieuse. On donne la parole à la majorité silencieuse, celle qui s'exprime le moins sur les réseaux sociaux ou dans les médias mainstream. Et lorsque j'ai lu votre livre, et vous avez défini comme des musulmans ordinaires, je me suis retrouvée, pas forcément dans le libellé musulmans ordinaires, mais plus dans la description de ce qu'ils sont. Et là, vous dites, ce ne sont pas des musulmans ordinaires, ce sont des musulmans qui sont dans la vie ordinaire. Et là, vous citez un exemple, ils veulent tout simplement faire la prière, construire des mosquées, porter le voile. Là, je vais me faire l'avocat du diable, je suis désolée, mais pour quelqu'un qui n'est pas musulman, ce n'est pas du tout ordinaire de faire la prière, ce n'est pas du tout ordinaire de porter le voile, par exemple. Donc, pouvez-vous rentrer un peu plus dans cette définition de musulman ordinaire et la question de la visibilité qui peut heurter ou non ? Oui, vous avez parfaitement raison. Vous vous reconnaissez à la fois dans ce terme, vous vous reconnaissez parce qu'il n'y a rien d'ordinaire chez vous, déjà. Ne serait-ce que votre nom, je me permets, n'est-ce pas, parce que vous avez un exemple type, mais justement, c'est les musulmans ordinaires d'Europe, parce que il y a des gens qui ont choisi des convertis en islam et on refabrique et refashion l'islam, c'est-à-dire qu'on redéfinit l'islam. Je ne parle pas du bricolage, je parle quand même comment, vous allez le dire mieux, comment la charia comme une norme plutôt rigide, au fond n'est jamais rigide parce qu'on l'interprète, ces normes, différemment dans la vie quotidienne, dans l'expérience aussi subjective et personnelle de chacun. Et l'Europe devient aujourd'hui un peu la scène publique, la scène théâtrale aussi un peu privilégiée
de cette invention, parce que les musulmans d'Europe étaient un peu complexés par rapport aux pays majoritaires musulmans. Ils voulaient partir parce qu'ils ne savaient pas s'ils pouvaient vraiment exercer leur foi dans un environnement séculier. Et petit à petit, et j'espère que ce livre va leur donner aussi beaucoup plus de courage, mais la première personne qui a donné ce courage, je crois, c'est le personnage le plus controversé parmi les intellectuels théologiens musulmans et la figure la plus européenne, qui voilà, Tariq Ramadan. Effectivement, c'est lui qui a fait ce travail de dire qu'on peut être musulman et européen et on peut justement choisir ce lieu. Déjà, mais ça n'a rien d'ordinaire, comme vous dites, si on voit les controverses autour du personnage de Tariq Ramadan, quelque chose qui a l'air d'aller, qui est un souhait si normal d'être musulman en Europe. Au fond, ça a suscité tellement de débats, de crispations autour de lui. Donc, il y a effectivement à la fois les musulmans qui manifestent, comme Baudouin-Dupré disait, cette affirmation. Donc, les musulmans ordinaires, je ne voulais pas parler des musulmans qui sont, justement, majorité silencieuse, ne tient pas compte de ça. Parce qu'il n'y a pas cette affirmation. Les musulmans ordinaires, pour moi, sont des musulmans qui ont des visages très distincts, des trajectoires de vie bien tracées, souvent d'ailleurs réussies, qui sont déjà intégrées dans l'école, qui ne sont pas la première génération, qui sont un peu, qui sont plus discrets pour manifester leur foi, parce que justement ils préfèrent prier dans les lieux qui ne ressemblent pas à des mosquées ou à l'intérieur. Ils sont discrets parce qu'ils ne veulent pas être vus comme ça, comme musulmans, tandis que deuxième, troisième génération ne sont pas intimidés. Au contraire, ils veulent affirmer, parce qu'ils appartiennent à cette société, ils veulent affirmer leur petite différence, parce que c'est une petite différence dont il s'agit. Ils sont des Français, à la différence de leur mère ou de leur grand-mère qui ne parlait pas la langue, qui était encore attachée à un autre pays d'origine. Eux, ils n'ont pas ces pays d'origine. Leur pays est la France, l'Allemagne, l'Italie, le Danemark. On voit ça. Donc, le pays d'appartenance ici, c'est pour cela d'ailleurs qu'ils sont très dérangés par le mot « issu d'eux ». Parce que « issu d'eux », ça les renvoie aux origines de leurs parents. Donc, ils sont ici. Mais ils ne veulent pas rompre avec la tradition peut-être de leurs parents. Et quand ils manifestent, ils ont cette affirmation. C'est ce courage aussi de manifester leur foi en public. Et ça dérange, parce que c'est jamais ordinaire. Parce que ce qu'on appelle ordinaire, c'est invisible. Vous avez raison. Tandis qu'eux, ils deviennent visibles. Il y a ce paradoxe aujourd'hui pour les musulmans, c'est à la fois une survisibilité et donc ce qui empêche d'être accepté comme un citoyen ordinaire. Mais en même temps, ils cherchent d'être acceptés comme citoyens ordinaires parce qu'ils ont le courage de manifester leur foi, leur différence. Et cette affirmation ne conduit pas au rejet de l'autre, comme vous l'avez si bien dit, Baudouin-Dupré au départ, mais ça, on le sent comme une agressivité. Si une fille porte le foulard, les femmes féministes, par exemple, ou d'autres, pensent que c'est contre eux. À vrai dire, moi-même, quand j'avais fait ma recherche, il y a 30 ans, j'étais un petit peu vexée. Je me disais, mais pourquoi ces jeunes filles ne me prennent pas comme modèle? Qu'est-ce que j'ai de... Mais pourquoi puisqu'elles sont venues à l'université, dans mes cours, on parle du campus universitaire, ça fait rêver. Déjà, elles ont réussi. Ce n'est pas des filles qui n'ont pas réussi leur trajectoire. Mais elles n'ont rien d'ordinaire. Pourquoi elles ne sont pas comme moi? J'étais vexée. Et quand j'ai fait la recherche, je me suis rendu compte qu'elles étaient beaucoup plus proches de moi que de leur mère. Donc, trouver le commun, l'humain, avec l'autre, c'est effectivement l'intention. Je vous remercie infiniment parce que vous avez fait une lecture tellement qui nous fait avancer ensemble. C'est exactement cette intention. La recherche, c'est aussi trouver chez l'autre le commun. Et je pense que le commun, c'est ça. C'est ordinaire, mais dans ce qui est musulman ordinaire, c'est rien d'ordinaire. Et juste, j'aime bien, pour ceux qui aiment la philosophie, Hannah Arendt, la philosophe Hannah Arendt, parle de l'espace public, justement, le lieu un peu des héros ordinaires.
héros ordinaires ceux qui ont le courage de manifester leurs différences individuellement et personnellement. C'est-à-dire, avant de devenir citoyen, c'est une manière de devenir citoyen quand vous dites, voilà, je suis musulmane et française, je suis musulmane et allemande. Donc, cette double appartenance, comment on peut le rendre partie de notre vie publique? Je ne dis pas que c'est juste une question de reconnaissance. Comment on va les rendre comme citoyens ordinaires? Juste pour finir, par rapport aux caricatures, et ce qui s'est passé après les attentats tragiques et déchirants parce que de Charlie, je dis Charlie, pas Charlie Hebdo seulement, parce qu'il y a eu aussi les otages qui ont été tués dans le supermarché kosher. Et je cite chaque fois kosher parce que ça aurait pu être halal, parce qu'il y a beaucoup de convergences. Justement, c'était une manière de vivre pour les citoyens juifs leurs normes religieuses en étant dans l'alimentation kosher. Et donc, en détruisant, en attaquant cela, les terroristes ont aussi confisqué le droit des musulmans ordinaires de vivre leurs normes religieuses en Europe avec l'alimentation halal, avec le supermarché halal. Et justement, les réactions des musulmans par rapport à ça, depuis une série de ces attaques, étaient très intéressantes. Ils ont créé une chaîne humaine autour d'une synagogue à Oslo, et ils ont collecté de l'argent pour rénover une synagogue à Bruxelles, en Belgique. C'est pour montrer que la vie des musulmans ordinaires, c'est aussi la reconnaissance de la co-citoyenneté avec les juifs. Et ça, c'est aussi des actes de performance. Vous voyez, chaque fois que je donne l'exemple, c'est vraiment la croyance comme performance. Et il n'y a pas de discours là. Ils ont fait une chaîne humaine autour de synagogue. C'est quand même c'est une parole très importante. Toujours les musulmans sont sollicités en disant « mais vous dites rien, vous ne vous distinguez pas des terroristes », mais c'est une manière de distinguer encore dans la vie publique. Merci beaucoup. Je vais rebondir avec ce que vous avez dit sur Hannah Arendt et le fait que finalement cette visibilité de l'islam est une forme d'action et de participation, de présence citoyenne dans la société. Et je vais rebondir avec ce que vous aviez dit tout à l'heure, où vous dites finalement la démocratie, la laïcité sont des valeurs creuses, des valeurs maintenant qui ne sont utilisées qu'à titre incantatoire. Mais il me semble que justement ces musulmans visibles, ordinaires, visibles, brandissent ces valeurs-là, pour justement revendiquer leur droit à construire des sociétés, pour condamner effectivement les tueries à la suite de l'apparition des caricatures au nom de la liberté d'expression. Donc ces termes de liberté de croyance, liberté d'expression, laïcité, démocratie, ils s'emparent de ces valeurs-là pour revendiquer leurs droits. Que dites-vous à cela ? Je n'ai pas grand-chose à dire à cela, en fait. Je pense que, par définition, c'est dès lors qu'ils sont interrogés ou convoqués sur ces questions, ils sont amenés nécessairement à devoir y apporter des réponses. Mais je pense que... Alors, il y a le côté positif, c'est que, bien entendu, il ne pose aucun problème d'être musulman et démocrate. C'est sans doute la question la plus mal posée sur Terre que celle de savoir si islam et démocratie sont compatibles. C'est en fait une fausse question. Ça ne se pose pas dans ces termes. On peut parfaitement être musulman et démocrate. C'est ce que sont d'ailleurs la grande majorité des musulmans, l'immense majorité des musulmans. Mais ça, c'est le volet positif. Le volet plus négatif, c'est qu'ils sont amenés à se positionner par rapport à une question qu'il aurait posée, alors qu'il n'y a pas de raison particulière pour qu'ils aient à se positionner par rapport à cette question. Ils sont convoqués, on leur exige une réponse sur leur attitude par rapport à la démocratie. Cette fois-ci, c'est pas moi, je crois. On exige d'eux une réponse par rapport à la démocratie, mais au nom de quoi sont-ils tenus de répondre à des questions telles que la compatibilité de leur foi et de la démocratie. Et ça, je pense que c'est précisément ce qu'on appellerait non pas la solidarité sans consensus, mais la solidarité négative, c'est-à-dire cet ensemble de thèmes sur lesquels on se trouve amené, forcé à un moment donné à se positionner,
Alors que, a priori, non, en tant que musulman, je n'ai pas à dire si je suis pour ou contre le terrorisme. Non, en tant que musulman, je ne suis pas amené à dire si je suis pour ou contre la démocratie. Non, en tant que musulman, je ne suis pas amené à dire si je suis pour ou contre les valeurs universelles ou les droits humains. Ce ne sont pas des questions qui ont une pertinence particulière parce que je suis musulman. Ce sont des questions qui ont une pertinence, sans doute, encore qu'il faudrait les poser autrement, mais qui ont une pertinence indépendante de l'identité que je porterai avec moi ou non. Donc je pense que là, il y a un vrai souci. Et c'est un souci qu'on retrouve, je me répète en la matière, mais qu'on retrouve en miroir dans de nombreuses sociétés musulmanes d'aujourd'hui, avec un mot tel que charia. C'est aujourd'hui en Égypte, en tout cas à l'époque où je connaissais d'un peu plus près ce pays, on est avec cette exigence de se positionner par rapport à la charia. Es-tu pour ou contre la charia ? Mais au nom de quoi cette question m'est-elle posée ? Et puis, au nom de quoi peut-on poser des questions de cette façon-là ? Il n'y a pas évidemment de possibilité de répondre à une question de ce type-là, si ce n'est en répondant « oui, je suis pour la démocratie en France » et « oui, je suis pour la charia en Égypte ». Mais en fait, la réponse que je formule dans ces deux cas est totalement vide de signification. Ça ne signifie rien, dire « je suis pour la démocratie ». Ça ne signifie rien. On voit bien qu'aujourd'hui, les acceptions du terme démocratie sont innombrables. Et il y a des aspects de la démocratie que j'oserais penser contestables. La démocratie au sens de majorité absolue, 50% plus une voix et je l'emporte sur les autres, c'est très problématique. On voit aussi que la démocratie partisane a trouvé ses limites. En disant je suis pour la démocratie, je dis des choses qui sont assez vides de sens. Je n'ai pas le droit de la nuance. Quelque part, c'est ça la question. Quand je suis convoqué à répondre à ce type de questions, on me retire, on me prive du droit à la nuance. Merci. Je voudrais rebondir. Oui, je voudrais ajouter, compléter par un autre biais. Comment vous l'avez formulé, quand je suis convoqué à répondre à des questions, d'accord ? Je suis donc les musulmans nous disent quand on est toujours sollicité pour prendre position. Et un peu, c'est une mise à l'épreuve, on fait passer des tests. Je vais raconter une histoire, parce que c'est l'histoire de Asma à Copenhague. J'aime beaucoup ces anecdotes, parce que justement, c'est des expériences de vie des personnes de troisième génération, une fille de parents palestiniens née à Copenhague. Elle veut avoir une carrière politique, donc se présenter aux élections. On a eu aussi l'exemple de la fille qui portait le voile dans le parti de gauche. Vous vous rappelez, Ilham, il y a eu un petit scandale et puis on l'a vite oublié, une fille qui s'est présentée aux élections. Donc, parler de la démocratie aussi, quelle est la place aujourd'hui des femmes qui affichent leur foi avec le voile, avoir une carrière donc politique. On peut l'aborder un peu à un niveau plus empirique. Donc à Copenhague, donc on n'est pas à Paris, je ne donne pas l'exemple de Ilham, et Asma se présente et puis les partis de gauche et de Green, donc des Verts, l'encouragent, donc elle se présente, mais à Copenhague, au Danemark, la question, ce n'est pas la laïcité, mais comme partout ailleurs d'ailleurs, c'est l'égalité de sexe et surtout la tolérance des minorités sexuelles. Donc voilà comment on est sollicité aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on pense qu'on est dans une société complètement neutre par rapport aux normes. Mais aujourd'hui, l'égalité des sexes et le droit, la tolérance des minorités sexuelles sont devenus des valeurs tout à fait importantes, un peu la mesure de la démocratie. C'est Éric Fassin, notre collègue, qui parle de la démocratie sexuée. Ça fait partie donc des normes. Il y a des normes. Donc on lui fait passer des tests pour savoir si elle est vraiment tolérante des homosexuels, des minorités sexuelles. Donc elle lance sa campagne dans un gay bar, dans un bar où c'est fréquenter les homosexuels, pour prouver enfin qu'elle est pour l'égalité de sexe, elle est tolérante des minorités. Elle tient un discours tout à fait
inclusive, pour dire que voilà, elle est tout à fait Danish, c'est-à-dire vraiment, elle attache une importance aux valeurs de Danemark, mais elle veut aussi faire avancer les droits des immigrés, des musulmans, et tout à fait en conformité avec ces valeurs, ces normes. Elle lance sa campagne là-bas. Bien évidemment, elle a dû se retirer, la campagne, c'était un échec total, parce qu'elle a pu plaire aucun des publics. Mais c'est un exemple assez triste, c'est une figure très importante, très connue au Danemark, mais ça montre qu'aujourd'hui, les gens qui veulent réunir plusieurs publics ensemble, ce que nous essayons de faire aujourd'hui dans ce débat, c'est-à-dire le but, c'est d'ouvrir un espace de rencontre, d'échange, de débat pour transcender les antagonismes. Ce n'est pas juste rester au niveau des antagonismes. Et pour cela, il faut quand même faire venir des publics ensemble. Il y a très peu de lieux où les gens se rencontrent et débattent. Elle a voulu faire ça, elle a échoué parce que tout le monde a eu une suspicion de ses intentions, à la fois la communauté musulmane que les autres. Ils ont dit elle a un double discours, elle joue avec nous, c'est pas sincère et tout ça. C'est pour montrer combien c'est difficile. Et ça aussi, c'est lié avec la démocratie. La démocratie, c'est pas juste des valeurs neutres. Quand on parle des normes, parfois ce sont des normes aussi qui sont aujourd'hui marquées par ces normes sexuelles très très fortement et on ne peut même pas les questionner. Donc cela ne veut pas dire que je ne suis pas du tout pour ces normes, encore comme pour ne pas créer des malentendus, mais je pense que faire passer des tests chaque fois, il y a eu même pour les immigrés en arrivant aux Pays-Bas, on montrait des films, ils ont retiré ça après, ça montre à quel on peut heurter à un ridicule. Ils montraient aux immigrés qui voulaient, aux personnes qui étaient candidats pour l'immigration, on montrait des films où il y avait des homosexuels qui s'embrassaient pour mesurer leur niveau de tolérance avant de les accepter. Ils ont trouvé ça même un peu à l'extrême, ils ont retiré. Mais voilà, qu'est-ce qu'on entend par la conformité avec les valeurs démocratiques. Justement, vous avez donné plusieurs exemples dans les pays, en Suisse, en Allemagne, au Danemark, en Belgique. Est-ce que dans votre étude, vous avez trouvé des points communs qui caractériseraient ces musulmans ordinaires dans toute l'Europe, ou est-ce qu'il y a des lignes de fracture? Est-ce que par exemple la France, il y a une ligne de fracture parce que c'est la laïcité qui est amenée au plus haut point, on dirait même une laïcité de combat, alors que ce ne sont pas les mêmes problématiques peut-être en Allemagne? Est-ce qu'il y a une ligne de fracture entre le nord et le sud, entre l'est et l'ouest? À vrai dire, je vois plutôt une convergence dans la manière d'encadrer la question de l'islam et de créer des citoyens un peu en conformité avec les valeurs majoritaires. Et on voit ces valeurs, comme je viens de dire, d'abord, on voit les normes sexuelles qui deviennent très importantes aujourd'hui en Europe. Pourquoi? Parce qu'on est dans une période post-68, il faut dire, ce qui a signifié une vague de sécularisation qui a touché le domaine de la vie sexuelle et la vie intime, la vie, disons, familiale, depuis le féminisme, etc. Donc ça, c'était une vague de sécularisation qui était très profonde, donc plus culturelle, dans le domaine culturel. Et dans ce sens-là, on voit l'opposition de ces valeurs et ceux qui vraiment ont lutté pour l'émancipation de ces sociétés européennes de l'emprise de l'Église, on peut dire ça. Toute cette génération aujourd'hui sont ceux qui se mobilisent et ils ont peur de l'arrivée de l'islam parce qu'ils ont peur que tous ces acquis vont être perdus avec l'arrivée de l'islam comme un mouvement conservateur. D'accord. Ça, c'est quelque chose qu'on voit à peu près dans tous les pays avec un langage différent. La rhétorique est différente. Comme je viens de montrer pour le cas de Copenhague, de Danemark, c'est plus une question de la tolérance des minorités sexuelles. Dans le cas de la France, c'est l'égalité de sexe et la laïcité. Ça peut changer, mais dans toutes les sociétés quand même, je pense que ce sont des valeurs qui deviennent très importantes. Et deuxièmement, la convergence, c'est aussi une manière de vouloir développer des techniques de gouvernance pour, je dirais, produire un citoyen idéal. Ce qu'on voit un peu la laïcité didactique en France, ou la commission Stasi qui ont essayé de définir justement les problèmes de la laïcité. On a vu
d'une manière similaire en Allemagne. Ça s'appelait la première conférence islamique. Encore une fois, comment une intervention de la part de l'État dans l'espace public pour définir les normes d'un musulman en Europe. Et je pense que c'est d'une manière un peu intéressante, on voit que les valeurs séculières, c'est quand même des valeurs séculières qui convergent, et on essaie dans tous les pays européens de donner un encadrement juridique et normatif des musulmans. Et je pense que ce que nous défendons un peu, c'est de voir aussi d'en bas, c'est-à-dire que ce sont des positions d'en haut, c'est-à-dire comment on peut réguler, comment on peut créer des instances avec qui on peut négocier, comme Conseil français de culte musulman en France, mais dans d'autres lieux aussi, comment on organise, comment on trouve un encadrement légal, cette super juridisation des rapports, tout ça, ça ressemble. Moi, ce que j'essaie de montrer, c'est d'en bas, c'est-à-dire à partir des pratiques des gens au quotidien, comment on peut inventer par je dirais, la culture publique. Comment on peut créer une culture publique et pas juste une régulation imposée d'en haut. Merci beaucoup. J'ai au moins une dizaine de questions à vous poser encore à tous les deux, mais je vois que le temps avance, alors je vais faire violence et je vais vous donner avec grand plaisir la parole à la salle. Si vous avez des questions, nous en prenons 2 ou 3 en même temps et nos intervenants vont répondre. Et après, on vous redonnera la parole, on va faire 2 allers-retours comme ça. Donc il y a une question ici, monsieur, une question ici, madame. On va commencer par monsieur, madame et monsieur. Et après, on verra s'il y en aura d'autres. Donc là, il y a 3 mains qui se lèvent, mais j'ai vu un. Là, c'est lequel? Là, la dame, et après le monsieur en pull jaune. Et après, on continuera. Oui, en fait, moi, je voulais savoir, puisqu'on a parlé de... Surtout... vous m'entendez? Ouais. On a parlé du décalage qu'il pouvait y avoir entre, d'un côté, les musulmans vous vous attendez à ce qu'il ait du ressentiment, une colère, etc. Vous avez vu qu'au contraire, c'était pas du tout comme ça. Et de l'autre côté, les médias, qui, eux, au contraire, étaient beaucoup plus dans la polémique, etc. Moi, je voulais en fait vous poser une simple question, c'est quelles sont les causes de cette colère chez les médias? Et aussi un autre élément, c'est pourquoi est-ce que les musulmans et non les autres communautés? Pourquoi les musulmans? Y a-t-il une cristallisation sur les musulmans et non pas sur les autres communautés? Merci beaucoup. On va prendre 2 autres questions, s'il vous plaît. Donc, il y a la dame devant et le monsieur derrière. On peut passer le micro? C'est juste devant. Premier rang. Voilà. Madame, vous pouvez poser votre question. Oui, merci pour vos interventions et vos réflexions. Moi, j'ai simplement une petite, pas remarque, mais une interrogation par rapport à la majorité silencieuse que constitue la base des musulmans de France, je précise. Entre les musulmans, il y a aussi des échanges, des réflexions, des remises en question. Il y a aussi des actes qui sont posés, qui ne sont pas forcément visibles, qui ne se veulent pas visibles volontairement. Et à ce propos, je me disais que peut-être que ces musulmans pratiquants, non pratiquants, enfin les musulmans en général, ne remettent-ils pas en question le socle même de la démocratie, puisqu'il y a 30 ans, 3 filles voilées au collège, au lycée de Lille, ont remis en question le fameux triptyque de la République. C'est votre question? C'est ma question, en même temps une remarque. Enfin, en fait, est-ce que les musulmans silencieux, vous avez dit, ne mettent pas finalement un peu en cause le socle démocratique? C'est ça, si je résume? N'obligent-ils pas en fait les instances gouvernementales à se pencher sur le sens profond de la démocratie? D'accord. Voilà. Et le monsieur tout en haut, levez-vous pour prendre le micro, ce serait mieux. Merci beaucoup, monsieur. Et posez votre question. Merci. Bonsoir. Je me pose souvent cette question, peut-être c'est l'occasion de la poser de manière un peu plus ouverte à tout le monde. Je me pose la question, est-ce que la République n'a pas vendu des promesses,
des valeurs qu'elle ne pouvait pas tenir. Parce qu'aujourd'hui, on arrive effectivement à défendre justement des valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, on peut aller même aller vers une quatrième valeur qui est la laïcité. Mais en réalité, il y a un tel passif, il y a un tel décalage entre ces deux mondes, aujourd'hui qui essayent de cohabiter dans cet espace européen, mais en réalité, ce modèle républicain qu'on a vendu, donc forcément cette promesse, en tout cas d'égalité qu'on pourrait avoir, qu'on ne pouvait pas tenir à terme. Voilà, merci. Pardon, la fin de la question. Qu'on ne pouvait pas tenir à terme, et en tout cas à court terme. Parce qu'on voit le combat, parce qu'effectivement, il y a une translation, il y a un remplacement des minorités. On est passé en Europe d'une minorité, effectivement, qui était concentrée autour de la communauté juive. Aujourd'hui, on arrive, qui a acquis certaines libertés pendant un long combat. Aujourd'hui, il y a une translation de cette minorité-là, et il faudrait qu'on arrive à un certain moment que cette liberté-là, ou en tout cas cette cohabitation, ne pourra pas se faire sans un combat aussi qui va durer un petit moment. Voilà, merci. Merci beaucoup pour votre question. Je vais d'abord passer la parole à Madame Gueulet, mais aussi si Monsieur Dupré veut répondre, avec plaisir. Je réfléchis parce que la promesse de la République, oui, on peut poser la question comme ça, qu'on peut pas... Je veux dire, quel État tient ses promesses jusqu'au bout? C'est difficile. Je ne pense pas qu'on puisse réduire la question à la promesse de la République. Et aujourd'hui, en tout cas, quand on regarde les autres pays, c'est le même problème. Ce n'est pas que la France. J'ai essayé de vouloir relativiser un peu cette perspective très franco-française, à la fois dans la critique et dans l'attente. Mais vous avez raison, on peut dire que peut-être la République doit faire mieux. Et aujourd'hui, quand on se place à ce niveau, je pense que c'est toujours un peu une verticalité. Vous voyez, c'est quand même l'État qui va améliorer la situation. Je ne dis pas que ça ne doit pas exister, c'est important, mais c'est toujours de l'islam comme problème. On a vu, après les attentats de Charlie, tout de suite, on a commencé à parler des banlieues avec un glissement sémantique des ghettos. Oui, donc, bon, c'est bien si on prend conscience du fait qu'il faut améliorer l'habitation, l'urbanisme, etc. Mais ce que je veux dire, ce n'est pas simplement vertical, ce n'est pas le pacte entre l'État et les minorités, mais c'est aussi comment les musulmans avec d'autres citoyens et les citoyens avec les musulmans commencent à interagir. Donc mon regard n'est pas juste vertical, le pacte entre l'État, les politiques d'immigration, l'intégration, l'égalité, mais aussi entre les citoyens. Et je pense que les controverses qu'on a vues depuis 30 ans, c'est des controverses qui ont mis face à face les citoyens aujourd'hui. Ce n'est pas que l'État avec ses minorités. Il y a beaucoup de musulmans aujourd'hui aussi qui ne veulent pas définir leurs droits en termes des droits de minorité. Mais en tout cas, tout à fait, on peut aussi demander qu'on est plutôt égal à la promesse de l'égalité. Même la laïcité, aujourd'hui, on voit, si on suit les travaux de Bobéro, Jean Bobéro, qui est quand même un grand historien de la laïcité en France, il dit que la laïcité ne tient pas ses promesses aujourd'hui, mais au contraire, elle est en train d'être déviée vers une laïcité pas du tout neutre, inclusif et même indifférent, mais une laïcité qui, justement, devient incantatoire, didactique et pas une valeur partagée. Donc, on peut le dire comme ça. Et ça me ramène à la question, justement, des musulmans. Pourquoi la cristallisation des musulmans? Sur les musulmans, oui, il y a un peu les projecteurs aujourd'hui sont sur les musulmans. Mais c'est aussi parce qu'il y a une transformation très importante, historiquement parlant. On ne peut pas échapper à ça. Parce qu'il y a une telle transformation de l'Europe par la présence musulmane que les médias s'y intéressent. C'est le propre des médias aussi
à un peu, vous l'avez bien utilisé un mot, Bertrand Baudouin-Dupré, le mot, ils agrandissent. Moi, je dis aussi exacerbe. Donc, les médias cherchent un peu à caricaturiser parce qu'il faut aller vite, etc. Donc, la question, c'est aussi de pouvoir relativiser par rapport aux médias. J'ai vu aussi dans la recherche, je voulais juste ajouter ça, les musulmans étaient tellement focalisés sur leur manière de représentation, ils avaient du mal à se rendre compte parfois de leurs voisins. Par exemple, dans les groupes expérimentaux, il y avait des catholiques de gauche, il y avait des gens qui étaient venus des associations interreligieuses, juifs, chrétiens, musulmans, il y avait des militants altermondialistes, des mouvements de Verts qui étaient sur le terrain avec des musulmans pour améliorer leur situation. Et les musulmans ne les voyaient pas, ne les entendaient pas, parce qu'ils étaient tellement obsédés de l'image qu'ils avaient dans les médias, et ils avaient dans ce sens-là la colère des médias, ils ne reconnaissaient pas le travail des autres. Donc c'est pour cela que je dis il faut aussi prendre du recul par rapport à tout ce qui est de la représentation des médias et avoir des lieux de débat comme aujourd'hui ici. Donc je ne peux pas vous critiquer puisque tous ceux qui sont là aujourd'hui sont ceux qui sont désireux de créer des lieux alternatifs, de penser autrement. Donc c'est dans ce sens-là, je pense que il faut que les musulmans aussi comprennent qu'ils sont sous les projecteurs parce qu'ils sont importants aujourd'hui pour la transformation de ces pays. Et concernant la question du socle démocratique qui serait mis en branle, vous voulez répondre, Monsieur Dupré ? Pas vraiment sur cette question-là. J'aurais voulu revenir juste un instant sur la question du pacte républicain ou de ce qui était... ce qui a été dit à ce sujet, simplement pour rappeler que, à mon avis, il ne faut pas confondre l'idéalisation intellectuelle qu'est l'État. Moi, personnellement, je n'ai jamais rencontré quelque chose tel que l'État. C'est une abstraction qui nous sert à réfléchir, sans doute, mais cette idéalisation de l'État n'est certainement pas, en tout cas, l'expérience historique des institutions et des hommes ayant composé l'État. Alors, si on est dans les idéalisations, on peut faire évidemment référence à la déclaration de 1789 et autres. Mais si on est... mais on peut voir aussi que dans les pratiques, peu de temps après, l'esclavage est rétabli à Haïti. On peut voir que... c'est un régime républicain qui organise la colonisation de l'Algérie. On peut voir que... Enfin, je veux dire, le problème... Cela révèle surtout que le problème n'est pas là. Il n'y a pas eu d'engagement de quelque chose d'abstrait qui serait l'État vis-à-vis d'une population, elle, très concrète, qui serait les musulmans. Il y a des espoirs fondés sans doute par des humains dans... un fonctionnement parfois quand même un peu plus régulier, plus stable dans certaines parties du monde plutôt que dans d'autres. Et ces espoirs sont de temps en temps récompensés et très souvent aussi malmenés. Mais je ne crois pas qu'il y ait jamais eu d'engagement de cette abstraction que serait l'État vis-à-vis de qui que ce soit, parce que cette abstraction n'existe pas, si ce n'est dans notre façon de penser de penser, mais il n'y a pas un État qui se serait jamais engagé à assurer la fraternité, l'égalité ou d'autres valeurs démocratiques de ce type-là. Merci beaucoup. Je me tourne vers les organisateurs. Est-ce que je peux prendre encore 2 questions ou pas ? Peut-être. 2 questions seulement. Alors, des questions très courtes. Ah, j'en ai 3, mais avec des réponses très courtes. Alors, question très courte, s'il vous plaît. Le micro, où est-il ? Voilà, donc il y a la dame en jaune, la dame avec un foulard bleu et le monsieur là-bas. Donc 3 très courtes. Merci beaucoup. Levez la main pour prendre le micro, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Du coup, j'avais 2 questions, je vais en poser qu'une. C'est plus au niveau de votre méthodologie. Je trouvais que c'était très intéressant, cette idée d'espace public expérimental. Et je me demandais si, parce que si j'ai bien compris, c'est l'idée que donc, vous demandez à des musulmans et à d'autres de s'exprimer sur des controverses. Est-ce que vous pensez que ça aurait pu introduire
un biais ou en tout cas un effet de sélection, puisque forcément, c'est des gens qui vont avoir la capacité de s'exprimer, certainement peut-être plus éduqués ou de milieux sociaux, où ils vont se sentir légitimes de prendre la parole en public. Donc est-ce que, en ayant ce dispositif-là, vous avez cerné une population particulière et donc peut-être moins rencontré une autre partie de ces musulmans ordinaires qui peut-être prennent moins la parole? Merci beaucoup. Donc le micro circule vers le monsieur et après descendra vers la dame. Merci beaucoup. C'est un débat de très haut niveau et chercheur de votre qualité m'a impressionné parce qu'en fait, il faut que le débat en France arrive à ce niveau-là. Et donc, c'est ma première question. Comment se fait-il? Vous êtes cachés, vous n'êtes pas visibles, les chercheurs de CNRS, madame. Il faut que vous apparaissiez déjà dans le média. Voilà, bon, je vais acheter votre livre pour vous encourager. Mais en fait, ma question, c'est très simple. Puisque vous parlez de l'Égypte, dont je suis égyptien d'origine, en France depuis 35 ans. Et je suis les débats partout. Et je suis un peu déçu. Parce que comment peut-on traduire tout ce que vous avez dit dans vos ouvrages, dans le débat d'aujourd'hui, à l'Institut du monde arabe, qui est un lieu de prestige? Comment vous transformez votre pensée, vos réflexions, vos idées, vos recherches expérimentales en tant que chercheur CNRS, plus haut niveau en France, en pratique? C'est-à-dire que éloigner le débat politique et le débat juridique, policière, etc. Merci beaucoup, monsieur. C'est une très bonne question. Et la dernière auprès de madame. Et après, ça sera terminé. Je suis vraiment désolée. Il faudra répondre. Et après, donner la parole à nos deux intervenants pour la conclusion. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour le livre et pour le débat. J'espère que ça va changer la vue des musulmans en Europe. Ma question est, quels sont les critères d'inclusion dans vos groupes expérimentaux? Comment vous avez choisi ces gens ordinaires? Et je voulais savoir, je suis désolée, je n'ai pas encore lu votre livre, donc, mais je le lirai, ça m'a donné envie de le lire. Et je voulais savoir, est-ce qu'il y avait un groupe de gens musulmans ordinaires qui sont musulmans, nés musulmans dans des pays musulmans, qui ont fait le choix vraiment de s'installer en Europe tout en ayant la possibilité aussi de rester chez eux avec une bonne situation, et comme des chercheurs, des professeurs, des chefs de service médecins. Est-ce que vous avez des exemples de ces gens-là? Et je pense que c'est important que ces gens se fassent connaître, qui seraient comme des exemples pour les autres musulmans, mais aussi pour les Français, pour montrer qu'il y a des musulmans qui ont fait ce choix et que les valeurs des républiques européennes leur conviennent et qui sont tout à fait pratiquants et qu'ils sont des acteurs vraiment positifs dans la société, et qu'ils transmettent leur savoir et qui sont des acteurs positifs. Merci beaucoup pour ces 3 questions très riches que Madame Guélé, auxquelles Madame Guélé va répondre. Merci. De façon malheureusement courte. Merci beaucoup parce que, effectivement, les gens avec qui j'ai travaillé sont ceux qui veulent aller vers l'autre. Je veux dire, je ne travaille pas sur la radicalisation. C'est déjà une première réponse à monsieur. Pourquoi je suis invisible? Parce que je ne travaille pas sur un sujet qui fait peur et qui donc attire l'attention dans les médias. On veut parler aujourd'hui de la fascination presque, c'est quand même la violence ou des lieux de problème. Donc quand on parle des musulmans ordinaires, je deviens aussi un peu comme eux. Vous savez, les auteurs aussi deviennent un peu à l'image de leur étude, de leur sujet d'étude. Je suis un peu comme une musulmane ordinaire, mais je n'ai rien d'ordinaire, en plus avec un accent comme j'ai. Les musulmans ordinaires n'avaient même pas l'accent, ils parlaient les langues, je veux dire, françaises, etc. Donc, ils avaient beaucoup plus de chances d'apparaître dans les débats sur les médias que moi, mais ils n'ont pas été invités non plus. Par contre, Espace Public Expérimental a donné la possibilité à ceux qui voulaient aller vers l'autre. Bien évidemment, c'est un choix, ça ne concerne pas toute la population musulmane. Ceux qui sont déjà intégrés,
pour dire, qui sont dans une mobilité sociale ascendante, qui ont obtenu des professions, qui sont effectivement dans des hôpitaux, dans le secteur de la publicité, communication, culture, doctorants, ou même de la vie associative. Donc, ceux qui sont intégrés et ceux qui créent des jalousies. Pour revenir au mouvement populiste, je suis tout à fait d'accord, ce n'est pas l'extrême droite, mais néo-populiste. Au fond, quand on entend leur discours, il y a une jalousie qui est exprimée par rapport à ces nouvelles classes montantes en disant, mais regardez, ils ont des diplômes, leur commerce prospère parce que c'est halal, regardez les mosquées, c'est plein, en plus ils font la prière dans les rues, tandis qu'il n'y a pas assez de gens dans nos églises. Ils obtiennent tous les certificats de construction, nous, on n'obtient pas. Il y a ce renversement du discours de minorité-majorité dans le discours des néopopulistes, mais on entend que c'est aussi une sorte de compétition d'envie par rapport aux nouveaux arrivants. Ce qu'on a vu aussi avec la population juive, ça arrive avec dans tous les pays, avec les nouveaux arrivants, ceux qui montent les échelles sociales. Donc je voulais montrer avec les musulmans ordinaires ceux qui sont intégrés, qui sont un peu, ce que vous avez dit, les citoyens positifs et qui veulent aller vers l'autre. Je ne travaille pas sur ceux qui sont marginalisés, qui sont dans l'échec scolaire, dans les prisons, donc je ne prétends pas à parler de tout le monde. Et ce n'est pas du tout une majorité silencieuse non plus, parce qu'elles ont le courage elles sont des personnes quand même qui tissent des individus. Elles ne sont pas dans des communautés, etc. Donc c'est ce genre-là avec qui j'ai travaillé. Je pense que la recherche, est-ce que vous avez posé la question tout au début, est-ce que c'est une recherche-action? C'est une recherche-action et aussi un peu théâtre. C'est le théâtre de l'opprimé, du Brésilien. Je me suis inspirée parce qu'il avait inventé ce théâtre de l'opprimé, c'est-à-dire comment les gens qui n'ont pas souvent l'accès à la parole trouvent une occasion dans le cadre de ce dispositif de 4 heures avec nous, avec les autres, débattre. Débattre, ça veut dire aussi effectivement renoncer à la rigidité des positions. On peut changer de position. À la fin du débat, je change mes positions. Donc effectivement, c'est une capacité de créer un espace public, je dirais, alternatif. Et moi, j'ai vu l'apparition de cet espace public alternatif, parce que les chercheurs sont là pour définir ce qui se passe dans la société, mais aussi, éthiquement, qu'est-ce qui est possible, comment transcender ce qui est donné aujourd'hui, est-ce qu'on peut améliorer la société. Donc, effectivement, l'intention, c'était de transcender. Il y avait des groupes où la possibilité a été échouée, il n'y avait pas. Il y avait d'autres groupes, j'ai vu la possibilité du lien. Comment, merci beaucoup pour votre encouragement, monsieur, et comment on met cette pensée en pratique, c'est une question tout à fait importante, parce que j'ai mis en pratique la recherche, mais comment maintenant ces conclusions, ces intuitions, on peut continuer. Et je pense donner la priorité aux formes. Formes, je veux dire formes esthétiques, même éthiques. C'est-à-dire, par exemple, les mosquées, je continue avec les architectes. Les gens de sciences sociales doivent travailler aujourd'hui avec les architectes, parce que les architectes aussi, parfois, je m'excuse s'il y a des architectes, parfois, ils peuvent être plus mégalomanes que les écrivains ou d'autres, parce qu'ils construisent un lieu. Or, ils sont aussi en train de répondre aux problèmes sociaux, comme j'ai indiqué. Ils ne sont pas complètement libres de la création, ils sont en train d'être médiateurs. Donc, pour moi, l'art, c'est médiation. Donc, les formes, c'est important. Et j'ai vu comment, de la charia, aujourd'hui, les musulmans font référence au halal. Parce que la charia, comme Baudouin Dupré l'a dit, c'est très rigidifié et ça fait penser, chaque fois, la plupart des musulmans ordinaires ne font pas référence au vrai sens du texte, etc., mais aux références comme cela est conçu, perçu dans les médias. Et ils se distinguent de la charia parce que c'est plutôt des interdits, le châtiment corporel, le fatwa de mort. Ils disent « Ah non, 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 nous sommes des gens de culture européenne, on ne veut pas la charia. De toute façon, ils ne peuvent pas se projeter dans une société avec la charia puisqu'il n'y a pas un État. C'est ça le propre de l'immigration quand même. Il n'y a pas l'État islamique. Par contre, il y a un déplacement, c'est le style de vie halal. Parce que halal, c'est permis. La charia, ils disent, c'est l'interdiction,
Tandis que halal, c'est le permis. Je vais obtenir un certificat halal qui va me permettre de vivre en Europe. Donc, il y a une innovation des styles de vie halal. Voilà, donc il faut développer le marché et l'art. Merci beaucoup. J'abonde complètement dans votre sens. Je crois qu'on va devenir de vraies copines. Donc, je vais simplement vous laisser la parole tous les deux pour conclure le débat en vous posant une question 2 en 1, tellement je suis avide de vous poser des questions. Peut-on établir un parallélisme entre les jeunesses du Maghreb et les jeunesses européennes, jeunesses musulmanes européennes, sachant que les jeunesses du Maghreb sont dans un contexte où l'islam est majoritaire, alors qu'en Europe, l'islam est minoritaire? Et avez-vous, pour l'avenir, une vision optimiste ou pessimiste de la présence musulmane en Europe? En clair, va-t-on vers une vision de plus en plus binarisée entre le eux et le nous, avec la montée des populismes, quels qu'ils soient, de droite ou de gauche, comme vous l'avez souligné tout à l'heure? Ou va-t-on vers une vision beaucoup plus de la société beaucoup plus inclusive et qui inclut à la fois les minorités religieuses, minorités ethniques, les minorités sexuelles? Monsieur Baudouin-Dupré. Oui, je vais prendre la parole d'abord parce qu'il est tout à fait légitime que le dernier mot revienne à Nilüfer. Le micro, s'il vous plaît. Oui, je ne peux pas le manger non plus. Mais donc, je trouve qu'une des grandes qualités du livre, c'est précisément qu'il ne pose pas cette question en termes de le problème musulman ou le problème de l'islam, mais qu'en fait, il positive complètement la question en ne négligeant pas les conflictualités, en ne négligeant pas les dilemmes, en abordant les questions de front, mais en même temps en les tournant dans un sens positif et en parlant d'une nouvelle étape dans l'intégration, ce qui, de toute évidence, est une vision optimiste et à laquelle j'adhère. Donc ce n'est en aucun sens une critique. C'est aussi clairement l'affirmation qu'on est dans un processus de recomposition politique et que dans un tel processus, il faut nécessairement se situer, qui que ce soit, quelle que soit l'institution, quel que soit le groupe, quelle que soit la communauté, il faut se situer. Se situer, c'est c'est s'affirmer dans l'espace public, c'est affirmer des positions, des valeurs ou des positions par rapport à des valeurs affirmées comme communes. C'est aussi quelque chose de positif. Dans un contexte de transformation des valeurs, où on voit d'une certaine façon que ces valeurs deviennent une lentille révélatrice des véritables enjeux de nos sociétés. Et d'une certaine façon, on peut dissoudre la question de l'islam dans la question de nos sociétés occidentales de manière générale. L'islam n'est finalement qu'une façon de comprendre comment se recomposent ces sociétés. Ce n'est pas le problème de l'islam qui transforme à lui seul nos sociétés. Ce sont nos sociétés qui se transforment, entre autres, sous l'effet d'une présence musulmane. Mais la présence musulmane permet de comprendre, d'une certaine façon, comment ces sociétés se transforment. Il y a un effet disruptif, je reprends un terme de Nilüfer Göle, un effet disruptif à la présence musulmane. Et cet effet disruptif, cette espèce de poil à gratter, si je peux m'exprimer ainsi, oblige à penser ce qui fait société, ce qui fait consensus. On parle à satiété, ad nauseam, de ce qui nous oppose, mais en même temps, ces questions, qui sont des questions parfois dérangeantes, nous obligent à voir ce qui fait consensus. Et puis, admettre, parce que tel est le lot de nos sociétés modernes, admettre, et c'est amusant, d'ailleurs Nilüfer Göle importe les termes de Bartine, le célèbre historien linguiste soviétique à l'époque, russe, dirait-on aujourd'hui, de polyphonie et de dialogisme. Je crois que oui, il faut admettre que nos sociétés sont définitivement polyphoniques et dans le dialogisme, d'une certaine façon, mais là c'est un vrai clin d'œil, il est peut-être grossier, je dirais, il faut apprendre à vivre comme en copain comme cochon. C'est une référence à l'audace artistique dont il était question. Merci beaucoup. Cela dit, vous n'avez pas répondu à la question du parallélisme possible ou pas entre les jeunesses du Maghreb et les jeunesses européennes musulmanes. D'abord, effectivement, je trouvais que ma chute était bonne.
Je suis un peu déformée. Et surtout, je pense que la question est très vaste. D'accord. Et nous amènerait... Au prochain rendez-vous, Julie de Lima, Monsieur Mati Cabal le note. À bon entendeur. Madame... Alors, à vous la parole. Non, mais je pense que c'était un mot de fin magnifique, là. Un copain et un cochon. Qu'est-ce qu'on peut ajouter de plus? Donc, on termine là, alors? On peut. On termine là. Merci beaucoup pour votre présence.